Place au billet science avec vous, Julia Sigue. On va s'intéresser à l'impact évidemment de toutes ces images absolument horribles qu'on a vues ou pas d'ailleurs. Certains se préservent et tiennent la distance des réseaux sociaux qui se voient aujourd'hui finalement accusés d'avoir peu modéré le contenu violent posté sur Internet ces derniers jours. Oui, effectivement, les régulateurs européens estiment que X, entre autres, ont laissé passer trop de vidéos trompeuses, mais aussi de vidéos violentes. Dans un tweet, vous avez Elon Musk qui estime que ce sont les internautes qui doivent décider de leur propre chef, de ce qui sera censuré ou ce qui ne sera pas censuré. Et Thierry Breton qui lui répond que finalement, eh bien, le contenu qu'on voit aujourd'hui, en tout cas sur les plateformes, sur X, constitue une glorification de la violence. Alors globalement, sur ce conflit, on a vu beaucoup de vidéos, effectivement, du contenu graphique, d'une violence inouïe, mais aussi, je pense que ce qui a fait la différence sur ce conflit, c'est la quantité d'images violentes qui ont été sur les réseaux sociaux. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement quelles sont les conséquences aujourd'hui d'être exposé de manière continue comme ça à ce contenu violent. Alors auparavant, en fait, les scientifiques pensaient que seules les personnes qui étaient personnellement témoins de la violence pouvaient ressentir ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Donc ça se traduit par la détresse, le fait d'être constamment en alerte, avec une situation, revivre un peu la situation traumatisante. Et aujourd'hui, les chercheurs de l'université de Bradford ont découvert que finalement, ce syndrome est en train de se généraliser dans la population. Ils ont pris en fait 189 personnes de 37 ans. Ils leur ont montré énormément de vidéos du 11 septembre, des vidéos d'attentats suicides, des personnes qui essaient d'échapper à des flammes, et ils se sont rendus compte qu'un quart de ces personnes ont développé à la suite de ce visionnage des symptômes des symptômes de syndrome post-traumatique. Ça a un nom aujourd'hui, ça, le fait de ne pas avoir été sur le terrain, mais d'avoir quand même ce stress. Ça s'appelle en fait le traumatisme secondaire ou le traumatisme vicariant. Alors, c'est le fait que nous soyons dans l'ère de la vidéo et de l'information en continu, mais aussi le fonctionnement peut-être même des réseaux sociaux qui accentue aujourd'hui ce phénomène. Exactement. Il faut savoir qu'en fait, l'image est beaucoup plus terrorisante que le texte. Elle est perçue en fait sans intermédiaire par le cerveau et c'est ce qui va multiplier en fait la terreur. En fait, c'est une chose de savoir qu'une personne est décédée, c'est une autre chose de voir son corps calciné. Alors le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc les images vont tourner en boucle et chaque image en fait de violence extrême a le potentiel, c'est un peu la roulette russe, a le potentiel de déclencher ces symptômes chez vous, et dépendamment d'ailleurs de votre sensibilité, ça va plus ou moins se loger profondément dans le cerveau. Ensuite, ces vidéos, elles vont être partagées. Et le problème là, et c'est le problème majeur, c'est que cette vidéo, elle va être partagée sans contexte. Et là, le cerveau, il sait pas faire. Donc, il va regarder cette vidéo, ça va être extrêmement violent, et c'est le docteur Bernard Corbel qui nous l'explique. Cette violence est envoyée directement dans le cerveau de chacun sous la forme d'un pack contenant le message final. Ainsi, ces images vont déstabiliser le cerveau et orienter les émotions et le comportement des individus. Il continue en disant, en d'autres termes, nous sommes transformés en une espèce de troupeau de moutons passifs, mais nourris de violence. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, cette violence, sans contexte, elle va avoir tendance à complètement inhiber notre cerveau et à nous empêcher en fait de réfléchir de manière lucide et de manière critique. Bon, ça, ces vidéos, on sait que les gens les recherchent malgré tout. Elles sont partagées en masse. Est-ce qu'elles contribuent peut-être à la banalisation de la violence? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont nous pousser à cliquer sur ces vidéos. En fait, on est poussé d'abord à la violence parce que quand on est exposé à un acte terrifiant, notre corps va libérer en fait de l'adrénaline lorsqu'on a peur et donc ça va créer aussi des sensations accrues et une montée d'énergie. Et c'est ce qui va aussi nous pousser à cliquer sur ces vidéos, c'est parce qu'on va essayer de chercher à comprendre ce qui se passe. Sauf que le problème, c'est que dans ces vidéos, encore une fois, sans contexte, on ne peut pas comprendre cette violence. Et ça peut nous faire aussi douter sur l'efficacité des avertissements de contenu qu'on voit au début de chaque vidéo. C'est vrai qu'on les voit, mais parfois on passe outre. Peut-être quelques conseils, Julia, pour conclure. Oui, là, ça va vraiment être c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il faut mettre des limites, éviter le phénomène collectif de vouloir toujours relayer à tout va. Parler peut-être à des proches avec qui vous pouvez prendre du recul pour parler de ces choses-là. Et aussi, il y a des choses très pratiques que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple désactiver l'activation automatique qui fait que vous n'allez pas vous retrouver face à une vidéo sans l'avoir voulu. Sur les réseaux sociaux, donc vous désactivez cette activation automatique. Vous pouvez aussi couper le son. Merci beaucoup, Julia. C'était le Billet Science.